Bonjour à tous. Donc je suis Thierry Fabre du magazine Challenge, très heureux de modérer cette session du Printemps de l'économie. Alors évidemment, comme tous les modérateurs et tous les participants au Printemps de l'économie, on est un petit peu mal à l'aise face à cet amphithéâtre vide, mais on espère que vous êtes très très nombreux sur Internet, face à vos écrans, pour nous suivre ce matin. Donc la session, j'ai à côté de moi deux invités qui sont en présentiel, en physique, et deux autres qui sont à distance, qui vont participer à cette session sur un sujet crucial qu'on a titré « La guerre mondiale de l'épargne ». Juste un petit mot pour l'introduire. C'est un sujet, pour les lycéens qui nous écoutent, qui peut paraître a priori un peu théorique. Ces milliards, ces centaines de milliards qui se déplacent de par le monde, j'ai des souvenirs, moi, de cours d'économie où je me demandais à quoi ressemblaient ces grosses sommes. Ça paraît extrêmement lointain. Mais je pense qu'il faut avoir en tête que c'est un sujet qui peut être extrêmement concret. Il faut se souvenir qu'il y a eu des crises dans les mouvements de capitaux dans les années 90 qui ont touché notamment les pays émergents avec des conséquences économiques graves. Il faut voir également, et ça nos invités vont nous en parler, à quel point il y a un rapport de force entre les grandes puissances dans cette captation de l'épargne, avec historiquement une domination américaine, et on va se poser la question si elle existe toujours. Donc voilà, la guerre mondiale des capitaux, c'est pas seulement de la théorie qui intéresse les économistes, c'est des choses très concrètes qui intéressent tous les pays du monde. Pour démarrer cette session, je vais tout de suite passer la parole à Patrick Artus, donc directeur de la recherche de Natixis. Il a un peu, et même beaucoup, organisé cette session, et il va nous planter le décor pour voir effectivement tout ce qui a changé fondamentalement ces dernières années dans cette guerre mondiale de l'épargne et dans surtout ces rapports de force entre pays et continents. Patrick, c'est à toi. Merci Thierry, bonjour à tous. Oui, mes trois camarades, bien sûr, après vont détailler et rentrer dans beaucoup plus de détails. Je voudrais essayer de donner un cadre général à cette question en rappelant les évolutions depuis les années 90 du système monétaire international. Alors finalement, il y a deux étapes. Il y a une première étape qui est la période des années 90 jusqu'au début des années 2010, 2012-2013, dans laquelle on s'était installé dans un système qui était assez bilatéral, qui était centré sur les relations entre la Chine et les États-Unis. C'est ce qu'on avait appelé d'ailleurs Bretton Woods II. Vous vous rappelez tous de Bretton Woods, le système d'après-guerre. Et Bretton Woods II était un système qu'on considérait comme étant mutuellement avantageux pour la Chine et pour les États-Unis, où les États-Unis avaient un très gros déficit extérieur, en particulier vis-à-vis de la Chine, et ce déficit extérieur était financé par le fait que la Chine accumulait des réserves de change et donc achetait massivement de la dette du Trésor des États-Unis. Donc pourquoi c'était mutuellement avantageux? Parce que d'un côté, les États-Unis pouvaient consommer à crédit, et en s'endettant à des conditions très favorables auprès de la Chine, en émettant cette dette sûre, qui était la base du système monétaire international, la dette du Trésor américain. Et d'un autre côté, la Chine pouvait, d'une part, placer son épargne dans des actifs financiers sûrs, liquides et sécurisants, et aussi produire plus en vendant aux États-Unis, finalement en prêtant aux États-Unis pour que les États-Unis achètent des produits chinois. Alors ce système était très important, il a en fait assez bien marché, mais il a cassé complètement au début de la décennie 2010 pour une raison essentielle qui est la très grande réduction de l'excédent extérieur de la Chine. La Chine, aujourd'hui, n'a pratiquement plus d'excédent extérieur, mais ceci commence au début des années 2010. La raison, c'est que le taux d'épargne des Chinois commence à baisser, probablement à cause du vieillissement de la population en Chine, qui fait que les Chinois commencent à désépargner avec le poids des retraités dans l'économie chinoise. Et puis en plus, ce taux d'épargne des Chinois était pathologiquement élevé. Et donc, par exemple, qu'il y ait un peu plus de protection sociale en Chine permet aussi qu'il y ait un peu moins d'épargne. Donc l'excédent extérieur de la Chine diminue, donc la Chine ne peut plus prêter aux États-Unis. D'ailleurs, les réserves de change de la Chine aujourd'hui sont 1000 milliards de dollars plus basses qu'en 2012. Donc la Chine n'est plus un pays créditeur. Pourtant, les États-Unis ont toujours un énorme déficit extérieur, commercial vis-à-vis de la Chine. Et donc cette relation est devenue très conflictuelle puisque les États-Unis
et c'est tout ce qui s'est passé, mais bien avant Trump, hein, on en a parlé ce matin avec Hubert Védrine, hein, les États-Unis aujourd'hui sont dans une relation qui leur paraît déséquilibrée, où ils achètent beaucoup de produits chinois, mais les Chinois ne les financent plus. Hein. Donc le déséquilibre de cette relation, la fin de Bretton Woods 2, il faut comprendre que c'est aussi la base hein, du conflit commercial qui est très fort en ce moment et qui sera encore plus sans doute avec Biden entre la Chine et les États-Unis. Alors, juste pour continuer et terminer, les États-Unis ont toujours la monnaie de réserve dominante. Hein, la monnaie de réserve dominante, c'est le dollar. Le dollar, c'est plus de 60% des réserves de change mondiales. Ça a un peu baissé, mais pas tant que ça. D'ailleurs, ça n'a pas baissé vis-à-vis de l'euro. Quand vous regardez par rapport il y a 20 ans, ça a baissé vis-à-vis d'une très grande quantité de petites monnaies. En fait, il y a eu une diversification des réserves de change des banques centrales qui sont un peu sortis du dollar et ont acheté de la livre sterling, du yen, du renminbi, des monnaies d'Asie. Enfin, donc une petite saupoudrage hein, de diversification dans d'autres devises. Mais il n'y a pas de remise en cause majeure du rôle du dollar, qui est toujours la monnaie de réserve dominante, et bien plus encore d'ailleurs la monnaie dominante des échanges, mais c'est un autre sujet. Et il faut comprendre que ceci donne aux États-Unis, alors ce qui avait été appelé il y a très longtemps par Giscard d'Estaing le privilège exorbitant, hein, de se financer en s'endettant à des taux d'intérêt extraordinairement bas, et sans aucune difficulté. Donc ça donne aux États-Unis une capacité continuelle à investir davantage que leur épargne. Hein. Et ça, c'est un privilège qui est absolument colossal. Regardez ce qui se passe dans les pays émergents, où dès qu'il y a de l'investissement qui fabrique de la dette extérieure, rapidement, on a une crise de la dette, une crise de change. Bien entendu, le rôle du dollar permet aux États-Unis d'avoir une dette extérieure colossale. La dette nette, aujourd'hui, c'est 60% du PIB des États-Unis, sans le moindre risque de crise. Alors, je termine en disant que ce système est quand même extrêmement bancal, puisque quand vous regardez qui finance aujourd'hui les États-Unis, ou plus précisément, qui achète de la dette du Trésor des États-Unis, le seul acheteur, c'est l'Europe. Les Russes en vendent pour des raisons qui sont largement politiques. Les pays de l'OPEP n'en achètent plus parce que le prix du pétrole est trop bas. Les Japonais en achètent, en vendent. Enfin, il n'y a pas de direction très claire. Les Chinois en vendent. Et donc, ce qui finance les États-Unis, c'est l'Europe. L'Europe investit son excédent extérieur aux États-Unis. Et je pense que mes camarades reviendront sur cette question. C'est une situation qui était complètement absurde pour plein de raisons. La première, c'est que les États-Unis n'ont pas de gratitude vis-à-vis de l'Europe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même relation entre l'Europe et les États-Unis qu'on a eu entre la Chine et les États-Unis. Pourtant, c'est la même. L'Europe a maintenant un gros excédent extérieur sur les États-Unis, mais prête aux États-Unis de quoi le payer. Mais ça ne s'est pas développé en relation coopérative. Ça reste une relation conflictuelle, ce qui est bizarre, parce que les États-Unis pourraient dire aux Européens, comme ils le disaient aux Chinois, OK, on a un déficit extérieur avec vous, mais comme vous nous le financez, c'est pas grave. Ce n'est pas la position américaine. Et ça ne le sera pas avec Biden. Deuxième absurdité, les Européens n'arrivent pas à développer le rôle de monnaie de réserve de l'euro, alors que potentiellement ils pourraient, et ça donnerait à l'Europe le privilège exorbitant de la monnaie de réserve. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des excédents extérieurs, c'est-à-dire de prêter notre épargne européenne au reste du monde, on pourrait, comme les Américains, s'endetter pas cher auprès du reste du monde pour financer des investissements. Il me semble que et je m'arrête là, et je pense que certains de mes camarades embrayeront peut-être sur cette question européenne, c'est un objectif assez légitime pour l'Europe de transformer l'euro en une monnaie de réserve mondiale. Ce qui nous permettrait d'avoir, comme les États-Unis, c'était un investissement très important, financé à des conditions exceptionnellement basses, en captant l'épargne du reste du monde. Et bien sûr, il faut réfléchir aux conditions pour que l'euro puisse devenir cette monnaie de réserve mondiale qu'il n'est absolument pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. Alors, je passe la parole à Gilles Mouek, donc qui, j'espère, nous entend. Moi, je vous vois sur mon écran. Alors, Gilles Mouek, vous êtes chef économiste du groupe AXA, et c'est intéressant de parler après Patrick Artus, parce que chez AXA, multinationale, donc présente sur tous les continents, c'est un bon point d'observation de ce qui se passe dans le monde des capitaux. Vous avez exercé en plus plusieurs fonctions dans différentes banques, Bank of America, Merrill Lynch, Deutsche Bank. Et donc, je suis curieux de savoir si vous partagez l'approche et l'analyse de Patrick Artus, si vous partagez notamment les absurdités qu'il vient d'énoncer. Effectivement, on découvre dans ce système-là à quel point il paraît étrange que ce soit aujourd'hui l'Europe qui prête aux Américains. Donc, à vous, Gilles Mouek, est-ce que vous avez la même analyse que Patrick Artus ?
Bonjour à tous et merci de m'inviter. Je suis parfaitement d'accord avec l'analyse historique de Patrick, qui est lumineuse comme d'habitude. J'ai quelques désaccords sur ce qu'il conviendrait de faire à présent et peut-être sur l'interprétation de ce qui se passe actuellement, en tout cas depuis le début de cette deuxième phase de Bretton Woods, enfin de la fin de Bretton Woods 2. Pour que des autorités publiques prennent conscience de la difficulté un peu structurelle dans laquelle on se trouve, avec les États-Unis qui sont structurellement en besoin d'importation de capital, et en face une situation qui devient moins claire parce que c'est vrai, la Chine n'est plus l'exportateur de capital évident dans le système. Pour qu'il y ait réaction des autorités publiques par rapport à cela, pour qu'il y ait prise de conscience, il faut qu'il y ait un prix à payer. Or, pour l'instant, il n'y a pas de prix à payer. Parce qu'il y a peut-être conflit, il y a peut-être guerre dans l'attraction de l'épargne mondiale, mais le tout se fait dans un contexte d'épargne mondiale extrêmement abondante. Donc, il y a peut-être déséquilibre, mais ce déséquilibre ne se traduit pas par une pression sur qui que ce soit, parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. S'il y avait effectivement une vraie guerre, un vrai conflit sur l'attraction et la répartition de l'épargne mondiale, ça devrait se traduire à un moment ou à un autre par une prime qu'un certain nombre de pays devraient payer pour attirer cette épargne. Or, les Américains ne payent pas cette prime, même lorsqu'ils ne trouvent plus cette relation bilatérale confortable avec laquelle ils s'étaient trouvés avec la Chine, du fait de la crise, du fait de la diminution du taux d'intérêt équilibre, du fait de l'intervention des banques centrales, on n'arrive jamais au point d'ébullition. On se dit, il faut y faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est une situation certes étrange, déséquilibrée, tout ce qu'on voudra, mais on n'arrive jamais au point où il faut changer de système, où les douleurs relatives, si vous voulez, obligeraient à une modification des comportements. Et alors, le deuxième élément, et sur lequel moi j'ai un désaccord depuis assez longtemps, c'est sur cette idée de vouloir absolument faire de l'euro une monnaie de réserve internationale et un concurrent effectif du dollar. Alors, qu'il soit étrange que les investisseurs européens exportent leur épargne vers les États-Unis sans en retirer davantage en termes de relations commerciales correctes. C'est évidemment problématique, mais quelle est l'alternative ? C'est-à-dire que l'alternative pour les investisseurs européens, c'est d'exporter une épargne qui est surabondante, puisque nous sommes en situation d'excédent courant structurel, de l'exporter vers où? Alors, de l'exporter vers des pays émergents. C'est à long terme, à moyen terme, sans doute ce qu'il faut faire, compte tenu des rendements qui sont plus élevés dans les pays émergents que dans des pays développés tels que les États-Unis, mais c'est risqué. Et compte tenu de la préférence européenne, des épargnants européens, pour la sécurité, que les États-Unis se retrouvent comme étant le réceptacle un peu naturel de l'excès d'épargne européen est sans doute difficile à remettre en cause. Et puis, ça c'est mon dernier point, est-ce qu'il est vraiment dans l'intérêt des Européens de faire de leur devise le concurrent naturel du dollar et d'en faire une monnaie de réserve dominante? Et moi, je suis à peu près persuadé que la réponse est non. La réponse est non parce que l'Europe fonctionne, en tout cas depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, avec un excédent courant structurel. Je ne suis pas sûr que l'on puisse modifier cet état de fait avant longtemps. Je pense qu'il y a un ensemble de structures, de politiques économiques qui concourent à faire de l'Europe une région en excédent courant continu. Si nous transformons, si l'euro devient la monnaie de réserve de référence du système, cela veut dire que l'on sera en permanence touché par des flux de capitaux internationaux qui viendront vers des actifs libellés en euros pour y trouver protection. Et si en face de cela, vous ne mettez pas un besoin d'appel à l'épargne internationale, si vous ne mettez pas un besoin d'investissement domestique, un besoin d'investissement européen, ça se traduira par une chose très simple qui est l'appréciation de notre devise. Et il y a un exemple international qui, moi, me fait peur lorsqu'on discute de ce statut de l'euro, c'est la Suisse. La Suisse est un pays qui offre une capacité
d'entreposage, si vous voulez, de l'épargne mondiale qui excède de loin sa capacité d'absorption. Cela se traduit par une appréciation quasi continue du franc suisse, qui est obligé la Banque centrale suisse à se lancer dans des politiques monétaires qu'on pourrait qualifier d'assez hirsutes depuis maintenant très longtemps. Avec des taux d'intérêt négatifs, ils ont été parmi les premiers à être obligés de passer en taux d'intérêt négatif. Autrement dit, la politique monétaire suisse est totalement subordonnée, est totalement conditionnée par le fait que la Suisse est le réceptacle de l'épargne internationale et d'une manière qui est sans commune mesure avec sa capacité d'absorption. Donc voilà, mon point est tout simple. Oui, nous sommes dans une situation très équilibrée, mais ça peut durer parce qu'il n'y a pas l'élément d'ébullition qui nous ferait changer des vies, qui nous ferait changer de système. Et troisièmement, attention à poursuivre un objectif qui, je le comprends bien, peut être très réjouissant en termes de statut et en termes de, pour parachever, si vous voulez, la construction de l'union monétaire. Ce serait pas mal, effectivement, sur le plan politique, sur le plan symbolique, d'être en plus la monnaie de réserve du système international. Mais je pense que c'est potentiellement dangereux compte tenu de notre préférence pour l'épargne et, à ce stade en tout cas, notre déficit d'investissement. J'en ai terminé. Merci beaucoup. C'est très intéressant. On voit que le débat progresse, et ça fera l'objet de la discussion tout à l'heure. Moi, je suis vraiment intéressé pour faire réagir nos spécialistes sur ce que vous venez de dire, notamment le modèle suisse. C'est intéressant. Souvent, on a envie de copier les Suisses, puis d'après vous, c'est peut-être pas le bon chemin à suivre. Mais en tout cas, notamment, ça fait toute la transition avec ce que va nous dire Natacha Valla, parce que effectivement, vous cassez une idée sur l'Europe. Tout le monde aurait envie que l'Europe devienne une monnaie de réserve, et vous venez de nous dire qu'il y aurait quand même un certain nombre de désavantages. Alors, Natacha Valla, vous êtes économiste aussi, vous avez travaillé plusieurs années à la Banque Centrale Européenne, au cœur de la finance européenne. Vous êtes aujourd'hui doyenne de l'école de management de Sciences Po. Et j'ai envie de vous interroger sur l'Europe, justement, pour voir si l'Europe a intérêt à ce que les capitaux affluent au moment où l'Europe va s'endetter massivement. Il y a un plan de 750 milliards d'euros qui a enfin été accepté. Et donc, maintenant, il va falloir aller sur les marchés et capter l'épargne. Alors, est-ce qu'il faut suivre ce que dit Gilles Mouac, ou au contraire, faire en sorte que les capitaux affluent et que l'euro devienne enfin une monnaie de réserve internationale ? Alors, je trouve que les points de vue qui ont été donnés jusqu'à maintenant étaient très complémentaires. Et je remercie Gilles et Patrick d'avoir ouvert le sujet. Je rebondirai un peu plus tard sur un des points de vue de Gilles sur la désirabilité d'avoir une monnaie internationale, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas seulement la dimension de réserve, il y a aussi la dimension peut-être un peu géopolitique, notamment du rôle des monnaies en tant que invoicing, en tant qu'unité de compte pour les échanges et pour la comptabilisation des biens et services sur les marchés internationaux. Mais pour répondre à votre question, je pars d'un point qui a été fait par Gilles. Et effectivement, la zone euro, elle a un solde commercial largement excédentaire. Il y a peu de chances pour qu'on en sorte dans les années, voire même les décennies à venir. Donc ça fait un facteur structurant pour les marchés d'échange. Ceci étant dit, on a aussi en parallèle une quantité de liquidités et une position sur les politiques, notamment budgétaires, qui va faire en sorte qu'on aura une offre d'actifs qu'on appelle les actifs sûrs, qui sera plus importante, qui sera émise par la sphère souveraine. Donc cette offre d'actifs sûrs émise par la sphère souveraine, qui est déjà très importante du fait des dettes publiques qui sont mises sur les marchés par les États membres de la zone euro, mais qui va être encore surabondée par l'émission européenne de ces titres de dette qui vont accompagner le financement du plan de relance. Et on aura cette offre-là. Et on sait aujourd'hui que l'appétit pour les actifs sûrs est énorme. Alors, il est énorme dans la zone euro, mais il est énorme aussi de la part des investisseurs internationaux. Donc, ça ne résout pas l'équation que Gilles soulevait, mais ça montre quand même que du point de vue de la latence de la demande et de la pénurie générale pour les actifs sûrs émis par les économies avancées, ça va un petit peu assouplir ces contraintes et ça devrait attirer les investisseurs étrangers sur des titres émis en euros. Sur ce point-là, il me semble qu'il y a un lien à faire avec une dimension qui est plus de l'ordre de l'économie politique, de l'évolution des marchés financiers. On n'est pas si loin que ça du sujet de l'épargne. Pourquoi ? Parce que dans le contexte actuel, les flux de capitaux sont
internationaux sont actifs. On sait que jusqu'à la crise de 2008, ils ont cru de façon extrêmement forte. Les positions nettes et brutes de capitaux donc entre les pays, entre les zones monétaires, ont jamais été aussi importants que maintenant, y compris si on prend en compte le fait que ça ait chuté brutalement en 2008, puis que ça soit revenu, mais un petit peu de façon un petit peu saccadée. Donc on se doit les uns aux autres beaucoup de choses. Donc il y a une intensité d'interactivité et une intensité d'interdépendance sur les marchés de capitaux qui est aujourd'hui encore plus forte que jamais. C'est important, pourquoi ? Parce que quand on pense au cadre institutionnel, à la régulation qui va donner des règles autour de ces positions internationales de capitaux et ces flux entrants et sortants de capitaux, il y a des enjeux. Il y a des enjeux de régulation, il y a des enjeux aussi philosophiques. Et de ce point de vue-là, j'aimerais souligner le fait que, par exemple, en Europe, on soit aujourd'hui les premiers émetteurs d'obligations vertes. Donc on peut faire le lien par le biais du rôle international de la monnaie. Et je ne me porte pas en faux par rapport à ce que disait Gilles, parce que c'est complémentaire et ce n'est pas forcément en opposition. Mais cette dimension de prise de position, par le biais même qu'on soit nous collectivement en Europe, des émetteurs de titres qui sont par définition dénominés en autre monnaie, on peut porter aussi par ce biais une allocation de l'épargne mondiale qui soit guidée vers des champs qui nous semblent des champs prioritaires pour la politique économique, pour l'évolution de la façon dont l'épargne va s'allouer sur des sphères d'économie, des sphères d'activité économique qui sont préférées par la société, ou en tout cas aujourd'hui par les jeunes générations, par rapport à la nôtre ou par rapport à ce qui a été le cas par le passé. Donc ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, je dirais qu'il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, l'efficacité de l'allocation des flux de capitaux internationaux, elle est un peu grevée par l'environnement à court terme. Le premier, ça a été souligné déjà, mais on peut les mettre ensemble. Il y a des tensions géopolitiques. Il y a des tensions aussi au niveau du commerce international. Et ça a une influence, bien sûr, aussi sur les flux, sur le sens et l'intensité des flux de capitaux. On a aussi un environnement où l'activité économique globale est faible. Elle est plus faible dans certains pays que d'autres. Les conjonctures ne sont pas forcément synchrones. Mais ça aussi, ça a un impact sur justement le pilotage des flux de capitaux et donc le pilotage de l'épargne au niveau mondial. Et Gilles le soulignait. Aujourd'hui, c'est un no-brainer. Il faudrait aller investir dans les économies émergentes. Pourquoi ? Parce que ce soit les États-Unis, la zone euro, le Japon, l'Angleterre, l'épargne à long terme qui va chercher du rendement pour aller payer les pensions, les fonds de retraite, etc. Il n'y a pas de rendement chez nous. Le rendement, il est ailleurs. Et quand on est investisseur de long terme, comme ce qui est supposé être un assureur, Gilles le sait très bien, mais aussi un fonds de pension, on a le temps d'attendre et on a le temps de prendre du risque. Or, ça ne se produit pas parce qu'il y a toute cette incertitude justement au niveau des taux de croissance potentiels relatifs et au niveau de l'environnement géopolitique. Un troisième point, sous-point peut-être sur cette question, l'allocation de l'épargne internationale et donc le rôle corrélatif international des monnaies, il est aussi soumis à la nature des actifs qui sont achetés et vendus à travers une frontière. Et on sait qu'aujourd'hui encore, c'est essentiellement de la dette c'est sous forme de dette que prennent forme ces flux de capitaux. On en a beaucoup parlé pendant longtemps, mais ça c'est vraiment important parce que ça se produit aussi dans un contexte où la dette, l'émission de dette par les entreprises, par les marchés émergents est massive. Donc on va encore plus loin dans des déséquilibres qu'on avait déjà identifiés auparavant. Et donc ça creuse, grosso modo, ça creuse et ça cumule certains risques qui étaient déjà identifiés. Donc voilà, je ne vais pas revenir là-dessus sur la question sur le rôle joué par l'assouplissement des politiques monétaires, parce que c'est un peu l'élément dans la pièce, enfin l'éléphant dans la pièce, et on pourrait passer beaucoup de temps dessus. Mais effectivement, le fait que certaines banques centrales soient encore massivement en train d'absorber des titres de dette qui sont émis, ça biaise un peu l'intensité qu'on pourrait voir en contrefactuel sur les flux de capitaux internationaux si cette intervention n'était pas encore active.
Merci beaucoup. Alors pour terminer ce tour de piste, je me tourne vers André Cartapanis. Je ne le vois pas sur l'écran. J'espère qu'il nous entend ou qu'il nous voit. Est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends, moi. Bon, parfait, c'est l'essentiel. Donc bonjour, Monsieur Cartapanis. Donc vous êtes à Aix-en-Provence, puisque vous enseignez à l'Institut politique d'Aix. Et mais je rappelle, vous avez été doyen de la fac de sciences économiques d'Aix. Une petite parenthèse personnelle, j'ai été votre élève, comme je vous disais hier, il y a quelques décennies. Et donc à l'époque, j'ai des souvenirs de vos cours à la fac de sciences éco d'Aix. Très intéressant. Je crois qu'on avait déjà parlé de système monétaire international. Et donc, il y a des chances, oui. Il y a des chances. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire avec vous, c'est avoir un panorama côté pays émergents, puisqu'on a beaucoup parlé des grandes zones, notamment Europe, États-Unis, cette confrontation. Mais alors, effectivement, les flux de capitaux pour les émergents, c'est assez fondamental. Comme je le rappelais, on se souvient de cette crise dans les années 90 qui avait frappé notamment l'Asie. Et on voit bien les soubresauts qu'il y a dans les flux de capitaux où certains pays sont extrêmement dépendants et frappés parfois très violemment notamment par les sorties de capitaux. Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama actuel de ce qui se passe du côté des émergents? Oui, alors pour compléter peut-être le paysage qui a déjà été brossé par les précédents intervenants, c'est vrai que lorsque on a décidé il y a 30 ou 40 ans d'entrer dans un processus de libéralisation financière, il y avait finalement deux avantages qui étaient mis en avant, et notamment du côté des pays émergents. Le premier, c'était que ces pays pourraient, se faisant bénéficier d'une meilleure allocation de l'épargne mondiale en attirant des capitaux, eu égard à ce qu'est finalement leur pénurie d'épargne et peut-être également une rentabilité du capital plus élevée. Donc là, on est plutôt en croissance longue. Et deuxième volet, c'était sous l'angle des marges de liberté accrues que les pays émergents dont ils pourraient bénéficier, compte tenu du fait que leurs contraintes de balance des paiements pourraient être en quelque sorte allégées grâce aux entrées de capitaux, plutôt que de mettre en œuvre des politiques d'ajustement. Et cela a été perçu comme n'étant pas de nature en même temps à mettre en cause leur pilotage macroéconomique interne, donc sans qu'il y ait finalement de contraintes sur le plan domestique. Alors, si on regarde sous ces deux angles, là on peut se montrer peut-être un peu plus dubitatif du point de vue de ce qu'ont été les conséquences pour les pays émergents. Premièrement, ça a été un peu évoqué aussi tout à l'heure, hein, il est clair que l'essentiel des mouvements d'épargne, et je veux ajouter des mouvements également de liquidité, parce que la circulation des capitaux ne se réduit pas à des transferts d'épargne, mais intègre également les injections de liquidité, le crédit international. Donc c'est un peu plus large. Mais s'agissant de ces transferts, une très large part se réalise entre les pays du Nord, notamment entre les États-Unis et l'Europe. Et même, on a aussi une source d'approvisionnement en financement qui vient des pays du Sud, qui vient des pays de l'OPEP, qui est venu de la Chine pendant très longtemps, encore aujourd'hui de pas mal de pays asiatiques. Hein. Et donc, on n'a pas du tout la direction des transferts de capitaux qui avait été anticipée et qui justifiait la libéralisation financière. Deuxième volet, c'est sous l'angle des contraintes et donc de l'allègement des contraintes dont les pays émergents pouvaient bénéficier. Bon, là, moi, il me semble qu'on a quand même un bilan qui est un bilan quelque peu paradoxal, parce que d'un côté, c'est vrai qu'un certain nombre de pays ont pu ne pas être amenés à ajuster de façon violente leur balance des paiements par le jeu d'un ralentissement de l'activité ou par le jeu d'une dépréciation. Et donc, c'est vrai qu'en réalité, ça a joué du bon côté, en quelque sorte. Mais en même temps, on a sans doute beaucoup sous-estimé ce qu'étaient les contraintes que créaient ces financements venant de l'extérieur, par de la dette, ça a été noté tout à l'heure par Natacha Valla, mais également du point de vue de ce que sont les propagations de ces entrées de capitaux vers les pays émergents à l'intérieur même de ces systèmes économiques.
car clairement, il y a un problème de calibrage. Bien souvent, ces flux de capitaux dépendent beaucoup plus de ce que sont les conditions macroéconomiques des pays d'origine plutôt que de ce que sont les besoins des pays d'accueil. Ça a souvent été à la source d'emballement à l'intérieur des économies parmi les pays émergents. Et donc, ça a présenté un côté quelque peu déséquilibrant, avec peut-être une sorte de cyclicité, avec des phases de fortes entrées de capitaux qui ont permis de pallier un déficit de la balance des paiements courants, avec un emballement de l'activité, des aspects plutôt positifs, jusqu'au moment où les choses s'inversent. Et c'est cette inversion, ce que les économistes appellent l'apparition d'un sudden stop, d'un arrêt soudain de ces entrées de capitaux, qui se trouve à la source d'un certain nombre d'accidents, de crises, qu'on a vu évidemment dans les années 90, qu'on a vu également au début des années 2000, qu'on voit aujourd'hui, en référence par exemple au cas de l'Argentine et de la Turquie. Et donc on peut dire que finalement c'est cette circulation de l'épargne dont peuvent bénéficier les pays émergents est en même temps une sorte, pour reprendre le titre de cette session, une sorte de bombe à retardement. C'est-à-dire qu'on en bénéficie pendant un certain temps, mais les choses peuvent s'inverser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de discussions à propos, non pas d'une démondialisation, mais de la mise en œuvre de contrôles, non pas de contrôle systématique, mais de contrôle peut-être discrétionnaire lorsque les entrées de capitaux sont excessives, pour éviter que cela ne débouche sur le déclenchement de crises, comme on les a vus relativement souvent depuis maintenant ces 30 ou 40 ans de libéralisation financière. Voilà le type d'éclairage que je voulais apporter pour compléter les propos qui ont été tenus, plutôt sur les pays développés. Merci beaucoup. Justement, avant de repartir sur une discussion générale, j'ai envie de vous poser une question tout de même pour donner quelques exemples supplémentaires par rapport à votre analyse. Donc, vous avez cité la Turquie, l'Argentine. Ces dernières décennies, quels sont les autres grands exemples qui montrent les limites de l'ouverture et de la mondialisation financière? Et dans ce que vous dites sur plus de contrôle, essayer d'avoir plus de contrôle, est-ce qu'il y a aujourd'hui ou dans le passé des exemples de pays qui justement ont performé en contrôlant beaucoup plus les entrées de capitaux? Bon, d'abord, même si c'est une période un peu plus ancienne, la crise asiatique en est le témoignage le plus évident. On a eu un processus comparable à ce que j'ai décrit en termes de double phase. Du point de vue des modalités de contrôle des capitaux, c'est aujourd'hui quelque chose qui a été en quelque sorte déconnoté. Il y a moins de connotations idéologiques à propos de la question du contrôle, et c'est plutôt du côté de l'utilisation de ce qu'on appelle les instruments macro-prudentiels, c'est-à-dire la réglementation qui s'applique principalement aux banques, ou bien qui s'applique éventuellement à des investisseurs, et qui consiste finalement à tenter d'encadrer cette liberté de circulation des capitaux. On pense à une fameuse taxe qui avait été imposée au Chili, par exemple, si vous vouliez un exemple, qui consistait en fait à déposer une partie des avoirs de non-résidents et qui étaient alloués dans un pays. On peut également jouer au niveau de la réglementation bancaire. Notamment, on a le fameux volant contracyclique qui permet d'atténuer la politique d'ouverture de crédit et qui pourrait être indexé sur les entrées de capitaux et pas seulement sur les structures de bilan de façon générale. Donc, on a déjà une mise en œuvre, notamment en Asie, de ces formes de contrôle discrétionnaires au gré de ce qu'est l'ampleur des entrées de capitaux. Merci beaucoup. Alors, on va venir à la discussion générale. Avant de débattre notamment de la place de l'Europe par rapport aux États-Unis, ce qui est vraiment intéressant à détailler, j'aimerais quand même faire réagir sur la triste actualité. C'est-à-dire, on parle de cette guerre mondiale de l'épargne sans parler concrètement d'un événement qui est que cette année, l'économie mondiale est en récession et qu'en France, on va se payer un 10% de récession, ce qui est du jamais vu donc depuis les années 30. Qu'est-ce que ça change finalement d'avoir une telle récession par rapport à l'analyse que vous avez réalisée? Je me tourne vers Gilles Mouek. Vous, de votre point d'observation au AXA, avec une économie mondiale en récession, quelles sont les conséquences? En quoi ça peut changer l'analyse que l'on vient de produire?
Merci. Ça participe en fait de ce que je décrivais, c'est-à-dire l'espèce d'anesthésie des réactions de marché normal, puisque là on est dans le contraire d'une concurrence pour l'épargne mondiale. On est dans une situation de surabondance parce que l'une des premières réactions au choc pandémique, ça a été d'abord l'épargne forcée, un peu partout dans le monde, et de manière très aiguë en France. Puis maintenant de plus en plus, et peut-être de manière durable, l'épargne de précaution. Donc, de mon poste d'observation d'AXA, ce que je peux vous dire, c'est que les flux d'épargne domestiques de clients français sont en ce moment extrêmement élevés, en dépit d'une rémunération qui est extrêmement faible en raison de ce que les banques centrales font. Donc, et c'est un point que faisait Natacha tout à l'heure, on est dans une situation où l'action des banques centrales et la préférence pour l'épargne au niveau individuel, même au niveau des entreprises, en fait, parce qu'on voit bien une recherche de création de tampons de liquidité, tout cela, en fait, crée une espèce de sentiment un peu flottant, où ces questions qui nous occupent et qui occupent beaucoup d'économistes depuis à peu près 30 ans, sur ces grands équilibres de balance courante, sont totalement anesthésiés. Merci beaucoup. Alors, revenons-en donc au débat, notamment qu'on avait démarré au début de cette session avec Patrick Artus sur le rôle de l'Europe. J'aimerais bien vous entendre justement par rapport à ce que disait Gilles Moy, qui n'est pas convaincu que l'euro devienne une monnaie internationale. Et justement, est-ce que l'Europe a vraiment besoin d'attirer les capitaux comme les États-Unis le font actuellement ? Oui, alors je réservais tout à l'heure la suite pour le débat. Donc j'ai un vrai point de désaccord. Je pense que l'Europe, disons la zone euro, mais enfin c'est pas très différent, je ne parle pas du Royaume-Uni, va assez rapidement passer en déficit extérieur. Et ceci, d'une part, parce qu'il y a le vieillissement démographique, qui fera bien un jour baisser les taux d'épargne, parce qu'on a perdu 4 points de PIB qu'on ne rattrapera pas, et donc on aura mécaniquement 4% d'épargne en moins, et parce qu'on va avoir des besoins d'investissement tout à fait considérables dans la transition énergétique. Quand vous faites l'addition de les batteries électriques, l'hydrogène, l'isolation des maisons, enfin les éoliennes et le solaire, c'est monstrueux, quoi. On est en train de parler de 5, 6, 7 points de PIB chaque année pendant des dizaines d'années. Donc, mon sentiment, c'est qu'il faut se préparer. Et d'ailleurs, regardez que l'Europe, là, n'a plus d'excédent extérieur. La crise l'a fait disparaître. Parce qu'on commence à faire des plans de relance, justement. Et donc, je pense qu'il faut se préparer à une situation où on basculerait, ce qui est logique en plus pour une zone... Enfin, on est une zone vieillie et ayant des besoins massifs d'investissement. Donc, la logique veut qu'on ait un déficit extérieur. Et si on a un déficit extérieur, je pense que là, je suis d'accord avec Gilles, tant qu'on a un excédent, si on a un excédent et puis en plus des entrées de capitaux, on finit comme les Suisses. Mais je pense qu'on va avoir des déficits. Et qu'en plus, la seule façon de financer les investissements nécessaires pour la transition énergétique, ce sera de pouvoir continuer à s'endetter à des taux d'intérêt extrêmement bas, ce qui nécessite d'attirer l'épargne du reste du monde. Donc je ne partage pas le jugement qu'on est condamné à l'excédent extérieur. Et puis juste, je prends 10 secondes avant de donner la parole aux autres. Il y a quelque chose qui a été évoqué en filigrane dans toutes les interventions, c'est qu'il y a une totale anomalie dans la circulation des capitaux, c'est que l'épargne mondiale se dirige vers les pays jeunes qui devraient, eux, au contraire, accumuler des actifs extérieurs. Donc les 3 zones jeunes dans le monde, c'est les États-Unis, l'Afrique et l'Asie du Sud, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh. Ces 3 zones jeunes-là, normalement, elles devraient avoir des excédents extérieurs et accumuler des actifs pour préparer le moment où ils seront vieux. Et nous, on devrait, vieillissant en Europe, en Russie, en Amérique latine, etc., on devrait au contraire avoir des déficits, c'est-à-dire qu'on devrait consommer l'épargne qu'on a accumulée avant. Or, la bizarrerie, c'est que c'est pas du tout ça qui se passe. Donc, les pays jeunes aujourd'hui sont les pays qui accumulent de la dette. Donc, vous êtes absolument certain que ça finira dans une crise. Puisque ces pays, au moment où ils vieilliront, n'auront pas les actifs qui leur permettront d'amortir le vieillissement. Le seul exemple convenable de ça, c'est le Japon, qui, lui, a bien accumulé les actifs qui lui permettent de faire face au vieillissement. Donc, raison de plus pour que les Européens ne prêtent pas aux Américains, parce que les Américains ne rembourseront pas leur dette, puisque quand ils seront vieux, ils n'auront plus les moyens de la rembourser. Mais qu'est-ce qui peut changer là-dessus ? Qu'est-ce qui peut changer le comportement des Européens ?
parce que on peut on pas va- faire un appel patriote. Enfin, Non, mais il y a un rôle. Le plan de relance. Enfin, déjà, le plan de relance, on en parlait avec Natacha dans ce même cadre il y a 2 jours. Le plan, et Natacha elle peut en parler bien mieux que moi. Le plan de relance, ça va déjà être 250 milliards d'euros par an d'émissions de l'UE. Qui va quand même. Alors, certes, il y aura un gros intérêt international, mais je pense qu'une partie majeure sera achetée par les Européens. Donc. Et puis, c'est pas assez, 250 milliards d'euros par an. Enfin, l'hydrogène, on nous dit que l'hydrogène, c'est 2000 milliards d'euros. Pour passer à la filière hydrogène. Alors, sur 20 ans, enfin quand même. Donc, on va avoir besoin d'encore plus. Donc, évidemment, il va y avoir... Si les entreprises le font, ça sera des cofinancements. On voit bien ce qui se fait dans la batterie ou dans l'hydrogène. Il y aura des cofinancements Europe, État, entreprises, sur toutes ces... Bon, l'isolation thermique des logements. Le rendement économique, c'est 0,6%. Donc il n'y a personne qui va le faire s'il n'a pas beaucoup d'argent public qui va aussi là-dedans. Donc on va avoir des besoins gigantesques d'investissement qui vont être effectivement largement pilotés par le secteur public et par l'Europe. Juste avant de repasser la parole à Natacha, une réaction, Gilles Moueix, sur cette analyse. Alors justement, est-ce que vous êtes toujours en désaccord ou vous êtes un petit peu convaincu ? Il faut toujours prendre en compte les arguments de Patrick. Et donc, lui, il a un argument dynamique qui consiste à dire que la situation actuelle de surabondance d'épargne européenne n'est pas structurelle et va se renverser. Peut-être. C'est effectivement ce qui serait logique et sans doute d'ailleurs souhaitable. C'est-à-dire que on finisse par répondre à de besoins d'investissement sous-jacents qui sont importants et qu'on arrête de s'obséder sur l'épargne. C'est souhaitable. Maintenant, je ne suis pas certain qu'on y arrive facilement ou qu'on y arrive rapidement, parce que par exemple, si on regarde les plans de relance tels qu'ils sont faits, c'est vrai qu'on va avoir une émission supplémentaire de l'UE, mais une partie de cette émission supplémentaire de l'UE va se traduire par une moindre émission des pays souverains eux-mêmes, puisque par exemple, dans le cas français, 40% du plan de relance qui a été annoncé est censé être financé par l'UE. Donc, ce n'est pas complètement additif. Il y a une partie qui est simplement complémentaire. Ça, c'est un détail. Mais simplement, sur les pays vieillissants qui ont intérêt, en fait, ou qui spontanément, naturellement, vont se transformer en régions qui ont besoin d'attirer des capitaux internationaux, ça peut se faire comme ça, effectivement. Ça peut se faire en se transformant en pôle d'attraction de l'épargne mondiale, ou ça peut se faire par des politiques monétaires ultra accommodantes pendant très longtemps. Et le cas du Japon est intéressant, parce que le Japon, c'est typiquement le type de pays, effectivement, qui aurait dû basculer de l'autre côté. Or, ils sont encore dans une situation assez favorable du point de vue de leur compte courant. Et ils arrivent en fait à faire la soudure avec une politique monétaire qui, depuis 10 ans, 20 ans, est une politique de monétisation de la dette. Donc voilà, la solution de l'équation par le passage à une préférence pour l'investissement et non plus à l'épargne, c'est ce qui est souhaitable, mais le cas du Japon montre que ce n'est pas forcément comme ça que ça se termine, même dans une société vieillissante. Merci beaucoup. Donc, Natacha Valla, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus en détail de l'Europe et du plan européen, notamment en se posant la question si ça peut changer la donne, compte tenu des montants qui sont mis en avant, compte tenu justement vraiment de l'argent qui sera emprunté et déboursé. Gilles Moueix vient de souligner qu'il ne faut peut-être pas uniquement se fier aux 750 milliards affichés. Est-ce que tout ça peut inverser la tendance ? Est-ce que ça peut ramener l'épargne des Européens en Europe? Et peut-être un mot sur l'efficacité de ce plan de relance. Je crois que vous êtes assez sceptique sur la capacité de l'Europe à le dépenser rapidement. Pour moi, il y a 3 éléments sur le plan de relance. L'élément extrêmement positif, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le fait que pour la première fois, presque pour la première fois, collectivement, les États membres vont s'endetter collectivement en émettant un titre de dette commun pour faire une dépense commune. Alors, c'était déjà fait auparavant par le biais d'institutions supranationales. On pense au mécanisme européen de stabilité qui peut émettre des titres de dette. On pense à la Banque européenne d'investissement. Mais pour la première fois, de façon assez directe, ça va être fait. Pour moi, rien que pour ça, ça valait le coup de le faire. En revanche, ce que je trouve un peu contre-productif, et Gilles a ébauché une partie de l'argument, c'est que on a fait des titres, on a fait un grand battage sur ces 750 milliards d'euros qui n'en sont pas parce que ça siphonne une partie de crédit qui était déjà existant,
parler à ceux qui regardent vers Bruxelles pour aller financer des financements, pour des projets de recherche ou l'enseignement supérieur. On voit bien que ça a basculé. Aussi parce qu'effectivement, ça va se substituer à de la dépense, et c'est sans doute une bonne chose, mais en tout cas, il faut éviter le double comptage et voir ce à quoi ça va se substituer. Donc ce chiffre-là, en lui-même, il veut rien dire. Et je pense qu'il ne faut pas berner les foules en disant, voilà, on est capable de mobiliser tout cet argent, parce que dans le fond, ça ne représente pas la réalité. En revanche, ce qu'on peut espérer, ou ce qu'on peut appeler de nos voeux, je suis sceptique parce que, voilà, ça fait de nombreuses années que j'observe, mais comme mes collègues sur ce plateau ou à distance, qu'on a des grandes initiatives qui ensuite mettent beaucoup de temps à être mises en œuvre, qui ensuite... On parle de quoi, là? On parle de, effectivement, ce que disait Patrick tout à l'heure, d'épargne qui va devoir, et de dettes qui vont devoir, dont on souhaite qu'elles s'investissent en Europe sur des investissements européens au service d'un projet de croissance à long terme. C'est ça qu'on souhaite en gros. Et ça ferait un peu ce qui est de fait la quadrature du cercle, mais ça permettrait de mettre chaque chose à sa place. Notre épargne va s'allouer sur des investissements à long terme qui vont améliorer la productivité pour le jour où, tous autant que nous sommes vieillissants, on arrivera à la retraite et on pourra, grâce à ces rendements meilleurs, par le biais d'une épargne bien investie et d'une bonne dette, vivre mieux et de façon plus soutenable au niveau des finances publiques. J'ai des doutes là-dessus parce qu'on n'a jamais prouvé jusqu'à maintenant collectivement qu'on avait été capable de générer les bons projets, de les soutenir politiquement et de les mettre en œuvre. Alors, peut-être que si on est optimiste et qu'on pense au plan vert de l'Europe ou au plan digital, c'est vrai que ces choses se concrétisent. On aurait envie d'être optimiste, mais vraiment, j'attends de voir avec appétit. Merci. Avant de passer la parole à André Cartapanis, Patrick Artus, un mot là-dessus sur le plan de relance. Ça m'intéresse de savoir si vous partagez le pessimisme de Natacha sur la capacité à dépenser ces sommes rapidement et efficacement. Enfin, moi, je suis persuadé, oui, enfin, je suis un peu moins pessimiste, parce que, enfin, ce que j'ai dit avant, je suis persuadé que la bonne technologie, c'est le cofinancement public-privé. Que l'État n'a pas les moyens, enfin, l'État ne va pas se mettre à investir directement, et dans certains domaines, les entreprises n'ont pas les moyens de faire les investissements. Je peux prendre un exemple franco-allemand qui est la batterie électrique. Ça paraît exactement le prototype de ce qu'il faut faire. Donc on se dit, il faut qu'on fabrique en Europe des batteries électriques. Il y a un intérêt commun de l'État et des constructeurs automobiles européens qui ne veulent pas dépendre uniquement de fournisseurs coréens ou chinois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met ensemble. Et donc, les constructeurs européens, bon, et là c'est bizarre parce que c'est Total et PSA, mais enfin, c'est aussi avec leurs entités allemandes, font l'investissement, donc vont mettre la mise de fonds en capital. Mais l'État, les deux États vont verser des subventions d'exploitation, avec l'autorisation de l'Europe, bien sûr, qui permettent de rendre économiquement compétitive cette production dès le début, par rapport à la production asiatique. Voilà, une forme qui me paraît extrêmement intelligente. Dans l'hydrogène, il y aura aussi des cofinancements. Donc, si on arrive à multiplier ce type de choses, c'est le principe un peu de la DARPA aux États-Unis, quoi. Je veux dire, hein, c'est une multitude de collaborations entre l'État américain et des boîtes innovantes, quoi. Donc, si on arrive à multiplier les cofinancements, je suis moins pessimiste que Natacha, parce que Total et PSA, ils savent construire une usine de batterie électrique et ils savent l'opérer. L'État français, il n'a pas une capacité gigantesque à construire une usine de batterie. Mais sans l'État, ni jamais ni Total ni PSA ne construisent l'usine, parce que c'est pas rentable. Il vaut mieux acheter des batteries aux Chinois. Donc il y a cette espèce et ça marche bien. Donc si on arrive à faire ça de façon assez générale, ça peut marcher. Alors le slogan, c'est « Une DARPA pour l'Europe ». Et je suis entièrement d'accord avec Patrick. Ça s'appelle le Jedi, d'ailleurs. Merci. André Cartapanis, je vous pose également la question sur l'effet de la crise sanitaire. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez ce que ça peut changer, notamment pour les pays émergents et les flux de capitaux. Est-ce que à quoi il faut s'attendre côté privé et côté public aussi, puisqu'il y a également les flux d'aide publique qui sont. Est-ce qu'on peut anticiper une régression et donc une difficulté pour les pays, en l'occurrence les plus pauvres? Qu'est-ce qui peut changer sur la planète? Bon, d'abord, ce qui a changé, c'est pendant la période la plus dure de la pandémie, c'est les sorties de capitaux. C'est-à-dire qu'il y a eu, Patrick avait publié un flash qui évaluait aux alentours de 80 à 100 milliards de dollars de sorties de capitaux en provenance des pays émergents.
compte tenu d'une réévaluation du risque de la part des investisseurs internationaux. Deuxièmement, il est clair que des pays qui ont accumulé un fort endettement, quelles qu'en soient les formes, dette souveraine ou bien dette du côté des entreprises, sont en difficulté lorsque la croissance s'effondre, autant du point de vue de leurs ressources liées à leurs exportations, que compte tenu du fait que le poids en termes de prélèvement sur la croissance économique, sur l'activité, devient plus important lorsque la croissance est plus faible. Donc on a là en fait un processus qui, et ça a été noté dans plusieurs rapports tout à fait récents de la Banque mondiale et également au cours des réunions du Fonds monétaire là, depuis quelques jours, il y a une très forte inquiétude sur le risque de défaut, autant de défauts souverains que de défauts sous la forme d'une crise de change dans un certain nombre de pays émergents. À l'évidence, les mécanismes de fragilité financière sont très fortement accentués dans les émergents à cause, non pas tellement de la pandémie, mais de la récession mondiale dont on est loin encore d'être sorti. Un mot sur les institutions internationales. Quand on fait le bilan FMI, Banque mondiale, qui ont eu un rôle très important dans l'après-guerre, est-ce qu'aujourd'hui, elles ont encore un rôle important ou totalement minoré finalement par rapport à ces flux de capitaux? Est-ce que c'est clair que depuis 20 ou 30 ans, les marchés se sont assez largement substitués, par exemple, au Fonds monétaire international, dans un certain nombre d'opérations de financement. Il n'en demeure pas moins que dans des cas extrêmes, il n'y a que le FMI, par exemple, qui peut se porter au secours d'un pays. On a le cas de l'Argentine, par exemple, même si ça fait l'objet quand même de pas mal de controverses, où les crédits d'urgence qui ont été accordés par le Fonds monétaire, pour l'instant, ont permis de ne pas déboucher sur une faillite d'ensemble, sur un véritable défaut à nouveau. Donc, les marchés jouent un rôle de plus en plus important comparativement aux institutions. Mais en dernière instance, il me semble quand même qu'il peut y avoir encore une fonction pour le Fonds monétaire dans des cas tout à fait dramatiques. Merci. Alors Patrick, un petit mot de conclusion, puisque c'est sur cette session. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'il y a un brin d'optimisme pour l'Europe? C'est ce que j'ai cru déceler quand même. Oui, mais revenons sur le système monétaire international. Le poids de l'euro aujourd'hui, alors les pessimistes mettent ça en avant, le poids de l'euro aujourd'hui dans les réserves de change mondiales, c'est moins que le poids des monnaies composantes de l'euro avant en 1999. Et donc c'est quand même pas réjouissant. On peut le prendre de façon négative, c'est ce que fait la recherche académique américaine en disant l'euro c'est un échec stratégique, parce que c'est moins que le mark plus le franc plus la lire plus la pesette, etc. On peut le prendre d'un point de vue positif en disant qu'il y a un potentiel d'énorme augmentation du poids de l'euro dans les réserves qui est devant nous. Et moi, à nouveau, je suis... alors, on peut... Ça peut être... on vient de discuter le côté positif, c'est un afflux de capitaux en Europe qui peuvent être investis. Côté négatif, c'est un risque de pression très forte sur la parité de l'euro, c'est ce qui se produit. Mais il me semble qu'il y a un énorme potentiel, et il me semble qu'aujourd'hui, avec les inquiétudes politiques, les inquiétudes économiques et sur les États-Unis, on peut être au début d'un changement qui serait une remontée assez forte du poids de l'euro comme monnaie de réserve. Et si j'ai encore droit à 10 secondes, je voudrais pas compléter, mais rajouter à ce qu'a dit André, quelque chose qu'il a dit qui me paraît très important. La crise du Covid, c'est une énorme dégradation des termes de l'échange des pays émergents. À la fois, ils ont eu des dépréciations du change avec les sorties de capitaux, et puis des prix des matières premières qui se sont effondrés, pour toutes les matières premières, à part le riz. Agricole, métaux, pétrole, gaz, etc. Donc c'est un double choc de termes de l'échange, et ça, c'est extrêmement dangereux, quoi. Merci pour cette conclusion. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, très pessimiste. On n'en parle sans doute pas assez. On est un peu focalisé sur ce qui se passe en France et en Europe avec la crise du Covid. Mais effectivement, pour les pays émergents, c'est souvent encore plus terrible. Merci à tous les intervenants. C'était très intéressant, un débat avec des points de vue complémentaires, voire opposés. Donc, voilà, ça, on a bien progressé. Et donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle session du Printemps de l'économie. Merci.